Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce troisième débriefing de la session 3 de l'affaire Armitage. Cette session 3 a été assez riche en rebondissements. Elle s'est commencée par une étude approfondie des troisièmes documents que j'avais fournis à la fin de la séance précédente. Entre-temps, les joueurs avaient pu les lire et voir un petit peu quelles étaient les pistes qui les intéressaient. Et donc, ils sont revenus assez longuement dessus. Et à la fin de cette vidéo, je vais reprendre un petit peu la préparation de ces documents 3, voir un petit peu comment j'ai procédé pour préparer tout ça. Le moment fort un peu de cette session, c'est la folie de Madame Crimson, c'est ce qui lui arrive. Là, c'est l'occasion d'utiliser le système de santé mentale de Trail of Toulouse, que je trouve assez intéressant, puisque il a une approche qui est très fantastique, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le personnage qui va être au centre des changements. C'est pas lui qui va changer sa façon de jouer, c'est tout le monde autour de lui qui va être modifié. Je trouve que ça, c'est une approche qui est qui correspond beaucoup à ce qu'on retrouve dans la littérature fantastique. Voilà, donc on a fait un petit conciliabule pour décider quelle était la folie qui allait toucher Madame Crimson. Je suis assez content que ma proposition ait été retenue, parce que je pense qu'elle rentre en résonance avec plusieurs choses. Déjà, elle rentre en résonance avec ce qui avait été dit dans la session 0. Edrica avait demandé à Eugénie, à Madame Crimson, donc si elle se sentait encore être elle-même. Voilà, donc ça rentre en résonance avec ça. Et puis ça va aussi faire écho à d'autres choses qui sont après dans les documents suivants, sur les vols de visages, sur des personnages des choses qui ont déjà été un peu mises en place aussi dans les premières sessions. Alors, ce qui est intéressant, je trouve aussi dans cette approche de la folie, c'est que le personnage reste jouable. Là, ça va être quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui va revenir de temps en temps, mais ça permet de continuer à jouer le personnage. C'est pas le personnage n'est pas fou et mis au rebut et ne peut plus être utilisé. Au contraire, pour moi, c'est le début vraiment de cette histoire aussi. C'est ce qui nous intéresse, c'est comment ces individus vont être transformés par cette enquête autour de ces documents Armitage. Donc je trouve qu'avec ce changement, on est vraiment entré dans le cœur de la campagne. Donc, ça a été l'occasion aussi, il y a eu de nouveau de longues discussions avec Monsieur Peasley père. Donc c'était l'occasion de refaire un lien avec la nouvelle Dans l'abîme du temps. Euh, alors ça peut paraître aussi marginal par rapport à la campagne, mais les thématiques Dans l'abîme du temps rejoignent très fortement les thématiques de la campagne de l'affaire Armitage. Et donc du coup, je vais aussi utiliser ça. Je vais y revenir après dans les documents 3. Je vais essayer de renforcer aussi ce lien en utilisant la grande race de Yeet, qui est introduite comme ça par Peasley. Donc c'est aussi une façon de faire exister cet univers de Lovecraft par ces personnages des nouvelles qui sont au contact direct des joueurs. Donc on va s'intéresser un peu à comment préparer les documents. Donc là, je vais prendre l'exemple du troisième document. Et je vais essayer de détailler un peu comment je l'ai préparé. Donc il y aura sans doute quelques peut-être spoilers sur ce qui va se passer. Peut-être que dans ce que j'ai préparé là, il y a des choses qui ne seront pas du tout utilisées. Il y a des choses qui ont déjà été utilisées dans cette session. Donc voilà, mais je vais essayer de montrer l'ensemble, de balayer un petit peu l'ensemble de ce qui a été fait en amont. Donc je vais reprendre le document. Donc pour ça, je vais me mettre ici sur voilà, le document. Donc la première partie du document, elle parle des larmes d'Azathoth. Donc les larmes d'Azathoth, c'est quelque chose qui est récurrent à travers tous les documents. C'est un des points c'est un point central de la campagne.
Et ça, c'est assez clair hein, dans la suite des documents. Donc c'est Armitage qui rédige, qui rédige ces documents hein, plus tard. Voilà, c'est quelque chose donc, qui n'a pas encore été écrit. Et donc ça, c'est vraiment clairement une proposition qui est dans la campagne. Dans cette partie-là, il n'y a pas grand-chose d'autre qui demande de préparation. Juste, on note la mention des contrées du rêve, hein, qui est quelque chose qu'on va essayer de renforcer aussi après. Et puis, on a aussi la mention d'un escroc, un certain Wolf Dietrich Gutzun, qui est présenté comme un escroc décédé, un diseur de bonne aventure. Donc là, j'ai tout simplement... donc il faut savoir que ce document a été écrit à peu près un an après le début de la partie, normalement. Puisque donc là, ils se sont rendus compte, en effet, et ça c'est quelque chose qui n'était pas vrai pour l'instant, ils ont compris que ces documents venaient, ou en tout cas ils commencent à comprendre que ces documents viennent du futur. Et alors que c'était pas... dans la campagne, on part du principe que les joueurs le comprennent assez vite. Là, j'ai bien aimé retarder un petit peu cette révélation, que les laisser comprendre ça d'eux-mêmes, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à découvrir. Donc là si je reviens un peu sur ce qu'il y a dans le bouquin de la campagne sur ce document 3, je vais vous lire le paragraphe pour voir un petit peu ce qu'on a comme base déjà là-dessus. Donc il dit document 3, son format est identique à celui du document 2, même si l'écriture est devenue légèrement plus irrégulière. Cela comprend des notes prises entre le début de la campagne plus 1 an 7 mois et le début de la campagne plus 1 an et 9 mois. Aucun des autres membres du groupe d'enquête y étant mentionné ne se souvient de telles interactions ou ne sait quoi que ce soit des sujets abordés. Donc ça, on va voir que j'ai un petit peu modifié ça. Les larmes d'azote est mentionné pour la seconde fois, donc ça renvoie à la description des larmes d'azote dans le livre de la campagne. La Ligue de préservation américaine est une organisation, décrite page 54. Remplissez les blancs concernant l'enquêteur retrouvé mort sur le sol d'une usine avec le nom d'un PJ. Choisissez le plus susceptible d'être envoyé discuter avec des ouvriers. Les morts des autres investigateurs seront évoqués dans des documents ultérieurs. Attention de ne pas les utiliser plusieurs fois. Des noms apparaissent même si les PJ ne sont pas membres du groupe d'enquête. Cela implique qu'ils le rejoindront, officiellement ou pas, à un point de la chronologie. Donc ça, c'est déjà réglé pour moi, puisque dès le début, ils ont intégré le groupe d'enquête. Donc voilà, on n'a pas grand-chose hein, à ce niveau-là. On va voir un petit peu ce qui est dit après sur la Ligue de préservation américaine, mais on va voir que c'est assez léger. Donc, je reviens à ce Wolf Dietrich Gutzun. Donc, je décide que pour l'instant, il n'y a pas eu d'entretien avec lui, donc il n'y a pas de traces de ces entretiens. Il n'est pas encore décédé, il est encore présent. Ils peuvent éventuellement le rencontrer, et ça va être effectivement un diseur de bonne aventure, un escroc. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de développer plus amplement cela. Après, dans le document, on a tout ce qui touche à la Ligue de préservation américaine. Donc pour ça, on a une référence dans le livre. Donc je vais aller à la page 54 du livre pour voir un petit peu ce qu'on me propose là-dessus. Donc comme d'habitude, on me propose déjà une image globale. Donc on me présente un parti politique qui est plutôt un parti xénophobe, avec très très peu d'adhérents, qui tourne autour d'une personnalité qui est Fred Jarros. Voilà, donc on a quelques indications là-dessus. On a une version néfaste, une version alliée. La version néfaste, en résumé, elle dit que, en gros, tous les membres de la famille de Jarros, hein, qui sont des membres du parti, sont possédés par des Lomarites, qui sont une sorte de race de préhumains, qui se sont projetés dans le temps, dans le futur, etc. Et donc Jarros serait le prêtre Lomarite, Idoul, qui utilise les bulletins pour communiquer avec ses semblables, pour essayer de les rassembler. Il met des sortes de codes secrets dans les bulletins pour rassembler tout ça. Et puis on a une version alliée où là on dit en gros que la xénophobie de Jarros vient de ses contacts avec des adeptes à demi-humains alors qu'il était de service dans la marine. Et donc voilà. Donc les deux explications me sont pas très satisfaisantes. Notamment l'explication avec le Lomarite m'oblige à introduire une nouvelle thématique, je trouve. Et je trouve ça assez compliqué.
Donc je trouve que ça ne résonne pas assez avec d'autres choses de la campagne. Donc voilà, ça m'embête un peu. Ensuite, on a cette mention de l'affaire Red Hollow. L'affaire Red Hollow, ça me fait penser un peu à Red Hook, hein, la nouvelle de Lovecraft, où il y a des enlèvements, des meurtres mystiques qui sont commis. Et j'ai bien envie d'utiliser ça. Donc, comme j'ai pas trop envie d'aller chercher ces Lomarites, alors ces Lomarites, ils existent hein, dans Lovecraft. Ils sont très peu, ils sont évoqués. J'ai trouvé une mention dans ce livre-là, hein, dans la nouvelle qui s'appelle Polaris. On a une mention de la cité de Lomar. Mais bon, je trouve pas ça hyper intéressant. Donc je décide donc de pas en tenir compte. Donc je suis allé je suis allé voir dans le livre de règles, de l'affaire pas de l'affaire, de livre de base de Trail of Toulouse, de Gumshoe. Et donc je suis allé voir un petit peu pour voir quelles entités je pouvais utiliser. Et ça m'a semblé plus intéressant d'associer, de garder cette idée des membres possédés, mais de les faire posséder plutôt par les Shan, euh, qui sont des espèces d'insectes parasites, qui ont la particularité de vénérer Azathoth. Et donc ça me permet éventuellement de créer une histoire autour de ça, de dire voilà, ils sont impliqués, ils ont peut-être commis des meurtres rituels pour Azathoth, et donc ça va rejoindre un petit peu l'évocation d'Azathoth qui est là dans la campagne. Cette histoire de Red Hollow, donc pour en faire un parallèle avec Red Hook, et puis pour justifier aussi que Peasley s'intéresse à ce membre, ces parties-là, je décide donc qu'il y a eu des meurtres d'ouvriers chinois euh, qui ont été retrouvés à côté donc de là où vivent Jaros et sa famille. Donc c'est ça qu'ils vont trouver dans le dossier de la Ligue de préservation américaine que leur remet Armitage durant la session 3. Ce qui est amusant aussi de constater, c'est que ce dossier, il est signalé comme manquant. Et bien sûr qu'il est manquant puisqu'il a été emprunté euh, par Pancroft durant la session 3. Donc un an plus tard, effectivement, il sera manquant, il n'est plus dans les affaires d'Armitage. Donc voilà, donc l'idée c'est de construire quelque chose, donc d'utiliser toujours des ressources qui sont dans l'univers de Lovecraft, hein, même si les chats n'ont pas été développés par Lovecraft lui-même, d'utiliser des choses qui sont dans ce domaine-là, qui renvoient aussi à Azathoth, et qui explique pourquoi ce parti raciste et xénophobe a attiré l'attention du groupe Armitage un an plus tard. Donc voilà. Je garde ça pour ce groupe-là. Je décide de partir là-dessus. Je vérifie un petit peu. Voilà, on n'en apprend pas grand-chose. Alors après, si je continue à parcourir le reste du document, euh, j'arrive ici sur les mentions Tomarite et Tomar. Alors là, je pense que c'est une déformation peut-être de l'Omar, de l'Omarite, hein, qui sont évoqués là-dedans. Comme j'ai pas envie d'utiliser ça, il se trouve que Tom, la rivière Tom, c'est aussi une rivière qui est évoquée au niveau des contrées du rêve. J'ai envie d'associer ça aux contrées du rêve. Et ça va aussi bien s'articuler avec ce qui est juste après. Donc ce qui est juste après, je vais peut-être remettre le document. Donc voilà, je reviens sur le document. Voilà, donc on a ce document, hein, donc le mot tomarite, tomar. Et puis on a des mentions qui sont un peu énigmatiques. Alors on sait qu'on peut toujours compter sur les joueurs pour s'intéresser justement à ces trucs qui ne veulent rien dire et qui sont énigmatiques. Donc le problème c'est qu'il va falloir, si je suis interrogé là-dessus, il va falloir que j'ai des réponses. Donc je fais des recherches, Tombasi 1926, en rentrant ces deux éléments
dans, dans un moteur de recherche. J'apprends donc que Tombasi est un photographe grec qui est connu pour avoir fait une expédition dans l'Himalaya et qui est connu pour avoir ramené des photos, des empreintes du Yéti. Donc ça va s'articuler en fait avec la suite, hein, l'apparition de la créature dans la bibliothèque. Donc voilà, on a cette, donc il y a un petit signe différent, donc différent du Yéti de Tombasi, mais c'est intéressant. La deuxième partie, alors la deuxième partie, elle est vraiment amusante, hein. On a L.A. Waddell et puis toute une série de références obscures. Donc, voyant ça, pareil, de la même façon, je fais une recherche sur qui est L.A. Waddell. Donc, j'apprends que c'est Lawrence Austin Waddell, qui est un explorateur qui s'est énormément intéressé également au Tibet et qui a fait une expédition également dans l'Himalaya. Je vois qu'il y a une date, il y a la date 1900 qui est indiquée, donc je me renseigne un petit peu sur ce qui s'est passé en 1900 pour lui, et je vois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Among the Himalayas, hein, 1899. Donc je pense qu'il y a peut-être rapport avec ça. Je cherche ce livre, et donc je tombe, hop, sur ce livre qui est disponible sur donc un site d'archives. Et en feuilletant les premières pages du livre, je suis assez content parce que bingo, je trouve la référence obscure, les lettres, les chiffres là qui ne voulaient rien dire. On a l'ensemble de la référence qui est indiquée ici sur la première page. Donc je suis sur la bonne piste. Donc là, on a en fait deux éléments qui vont évoquer l'Himalaya, le Tibet. Donc si on reprend l'Himalaya et le Tibet dans le mythe de Lovecraft, c'est souvent associé à ce qu'on appelle les plateaux de Leng, hein, les plateaux de Leng, les Chocho. Donc je vais essayer d'introduire ça. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces plateaux de Leng, ils sont réputés pour être éventuellement au Tibet, mais il y a plusieurs localisations possibles, et une autre localisation possible, c'est les contrées du rêve. Donc ça va me permettre d'introduire aussi cet élément-là. Et donc ça me permet de connecter avec les tomarites, hein, tomar, que je décide hein, que ces tomarites seront peut-être des évolutions, des lomarites qui sont évoqués dans les contrées du rêve, dans la nouvelle Polaris. Peut-être que ce sont des chochos qui ont évolué, une branche. On sait que les chochos ont plusieurs branches à travers le monde. Voilà, ça peut être une branche des chochos dans les contrées du rêve. Euh, voilà, donc ça peut être une évocation de tout ça. Et donc, d'autant plus que cette créature qui apparaît, on nous dit après que cette créature, c'est pas vraiment voilà, ce n'est pas proprement parler une créature, mais une sorte de présage, de symptôme à l'apparente réalité d'une maladie plus grave infectant le monde. Pour moi, c'est une sorte peut-être de reflet justement des contrées du rêve, hein. C'est une sorte de pont qui se crée avec tout ce qui se passe au niveau des perturbations temporelles qui sont liées à l'explication de la campagne, à l'apparition des documents. Donc voilà, il y a cette créature, hein, peut-être qui est une créature qui vit sur les plateaux de Leng. Et voilà, donc j'essaie de connecter un petit peu, de regrouper toutes ces informations-là pour que ça fasse sens. Donc voilà pour cette partie-là, hein, tout ça est lié donc, au Yeti. Alors il faut savoir que dans le document en anglais, il est un peu différent. Il y a le visage de la créature qui est représenté en arrière du texte. Donc là, peut-être pour des soucis de lisibilité, ils ne l'ont pas refait en français, mais dans les documents en américain, c'est le cas. Ensuite, il y a cette partie sur l'usine. Donc l'usine, on a donc il fallait que je choisisse un navigateur. Comme tout était tourné au masculin, c'était plus simple de choisir Pencroft. En plus, c'est pas improbable qu'il se retrouve là dans cette usine. Ça me semblait plus probable que ce soit lui d'ailleurs qui aille au contact de ces gens plutôt que Dorothy ou Aurora. Donc voilà, donc je leur ai indiqué que c'était Pencroft qui était retrouvé mort sur le sol de l'usine.
Donc il est retrouvé mort, donc il va falloir trouver une explication aussi, parce que là, moi, j'ai pas d'explication sur pourquoi le sang n'a pas coulé de son corps, pourquoi la tête a été coupée, enfin voilà, il va falloir... puis qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cet entrepôt. Donc là, j'ai retourné pas mal les choses, hein, j'ai lu attentivement tout ce qui était dit, et j'ai pas beaucoup d'éléments pour trouver des idées. Donc je suis allé voir dans un autre supplément Gumshoe. Je suis allé voir ce supplément qui s'appelle Cthulhu City. Hop, le voici. Donc Cthulhu City, ça décrit Arkham, ça décrit différents lieux d'Arkham, et notamment on a un entrepôt, une usine qui est décrite dans Cthulhu City, et on a des propositions sur ce qui se trame dans cette usine. Et il y avait quelque chose que je trouve assez intéressant, c'était que cette usine sert de temps en temps à fabriquer des équipements pour la grande race de Yit. Donc ils utilisent les machines qui sont là pour fabriquer leur propre machine un peu surnaturelle et les expédier à travers le monde. Donc ça expliquerait donc le lien avec les ouvriers, avec l'usine, et puis cet entrepôt qui serait utilisé pour, les appareils de la grande race de Yit. Ça me permet, comme je disais tout à l'heure, de connecter aussi avec le personnage de Peasley, avec tout ce qui a été raconté autour de la grande race de Yit. Donc voilà, j'ai des éléments maintenant à proposer, et la grande race de Yit est connue pour ses innovations technologiques, donc ça me permet éventuellement d'inventer un appareil, une arme, qui aurait cet effet de garder le sang du cadavre en lui-même, quoi, et peut-être de sectionner la tête. Donc voilà, ça permet d'expliquer tous les éléments en gardant tout ça. Donc voilà, un petit peu. Donc si je reviens sur le document, je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein, de ce qui, des différents éléments, hein, qui sont abordés dans ce document. Donc vous voyez que je pense qu'on ne peut pas se permettre d'improviser sur le pouce ces choses-là. Il y a trop d'éléments qui sont proposés là. Je pense que ça demande une réflexion, une petite analyse en préalable pour essayer de trouver quelles sont les pistes les plus intéressantes, sans forcément les développer outre mesure, mais au moins avoir quelques éléments de réponse. Et en plus, on voit clairement que les auteurs se sont amusés à glisser des références, à faire une sorte de petit jeu de piste aussi euh, pour les meneurs de jeu également, puisque on a une petite référence comme ça, hein. C'est comme l'histoire des Lomarites, hein, qui est évoquée dans la présentation du parti politique. C'est brièvement évoqué, et il n'y a pas de renvoi à la nouvelle de Lovecraft qui en parle. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Il faut vraiment faire un peu de recherche, un peu pour réussir à connecter tout ça et à tout relier à l'univers de Cthulhu. Donc voilà un petit peu comment préparer ce document. Donc c'est quelque chose, hein, qu'on est amené à faire, à répéter pour l'ensemble des documents, pour pouvoir avoir à chaque fois quelque chose à répondre aux investigations des joueurs. Alors, quand je leur ai présenté le document, je leur ai demandé un petit peu quels étaient les points qui les intéressaient, hein. Donc ils m'ont évoqué cette histoire de la bête, hein, de l'apparition de la bête. Donc il fallait que j'ai des éléments là-dessus. Il y avait la Ligue de préservation américaine aussi qui les intéressait. Et Eugénie m'a indiqué aussi qu'elle s'interrogeait sur les conceptions du temps dans les autres cultures, hein. C'est quelque chose qui a été un peu évoqué au début de la campagne. Donc je me suis un peu renseigné là-dessus, sur quelles étaient les autres visions du temps. Donc là, je suis allé faire quelques recherches autour de ça. Donc j'ai découvert la conception cyclique du temps chez les orientaux, d'autres conceptions aussi en Amérique du Sud, hein, sur le temps, sur le positionnement du passé, du futur, etc. Donc voilà, c'est des éléments sur lesquels j'ai pris des notes, hein, qui me permettent après de les faire passer en jeu, et d'étoffer un peu ce que disent les PNJ, qui sont quand même des PNJ plutôt érudits, hein. Donc il faut qu'il y ait un peu de répondant aussi derrière pour que ce soit cohérent, et qu'on ait la sensation
des professeurs d'université en face, quoi. Voilà, donc c'était petite capsule qui revenait là-dessus, donc j'espère que ça vous intéressait et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 4e épisode de l'affaire Armitage et puis le petit débriefing qui suivra. Au revoir et à bientôt.